Si vous arrivez à monter ce cheval, je vous épouse. Les mots fendirent le silence stupéfait du manège, vif et froid, comme du verre brisé. Quelques ricanements nerveux parcoururent les rangs des investisseurs alignés sur la plateforme d'observation. Le son fut rapidement avalé par l'espace caverneux. Personne ne savait vraiment s'il fallait en rire. En bas, sur la piste de sable, Cécilia de la Roche se tenait les bras croisés. Sa posture aussi rigide et inflexible que les poutres d'acier qui soutenaient le toit de son empire. Sa voix, amplifiée par l'acoustique du lieu, avait été du pur venin enrobé de soie. C'était une blague, bien sûr, une exécution publique et cruelle de la dignité d'un homme conçu pour mettre fin à un spectacle embarrassant. Le spectacle en question était un étalon nommé Nyx, une bête de muscles noirs et de fureur pure, qui se cabrait en ce moment même, ses sabots fendant l'air à quelques centimètres de la tête du dresseur de chevaux le plus cher du monde. Le dresseur recula à quatre pattes, le visage blême de terreur. Nyx était l'échec à 10 millions d'euros de Cécilia, un champion génétiquement parfait, mais dangereusement, psychotiquement indomptable. Et il venait de le prouver une fois de plus. Juste devant ses clients les plus importants, l'homme visé par son défi ne broncha même pas. Il se tenait à quelques mètres de là, tenant un balai-brosse abandonné. Quentin Lemaire, le palefrenier, l'homme d'entretien, celui qui curait les box et disparaissait dans le décor comme un fantôme. Il avait commis l'erreur de s'avancer, de lever la main et de prononcer un seul mot à voix basse qui, pendant une seconde choquante, avait fait cesser la fureur de l'étalon. C'était ce moment de paix, cette lueur de contrôle de la part d'un homme en bleu de travail graisseux qui avait poussé Cécilia à bout. C'était une insulte à son système, à sa technologie, aux millions qu'elle avait dépensés pour des experts qui rampaient d'eux maintenant dans la poussière. Alors, insista Cécilia, ses lèvres se retroussant en un sourire narquois, vous croyez avoir une sorte de don magique, le monde entier vous regarde. Quentin ne la regarda pas. Ses yeux étaient rivés sur le cheval. Il voyait ce que les autres ne voyaient pas. Non pas un monstre, mais un animal terrifié hurlant dans le seul langage qu'il connaissait. Il voyait le tressaillement des oreilles du cheval, la peur cerclée de blanc dans ses yeux, le tremblement de ses flancs puissants. Il laissa tomber le balai. Le bruit sourd sur le sable fut le seul son. Il fit un pas vers l'étalon. Le dresseur professionnel, maintenant remis sur pied, cria un avertissement. « Reculez, il va vous tuer !» Quentin l'ignora. Il garda son corps détendu, les épaules basses, se faisant plus petit, moins menaçant. Il ne tendit pas la main pour se la faire mordre. Il resta simplement là, inspirant et expirant, un îlot de calme dans un océan de panique. Nyx le regardait, reniflant, les naseaux dilatés. Le cheval fit un pas en avant en frappant le sol, un défi. Quentin ne recula pas. Il inclina simplement la tête, un geste de curiosité, pas d'agression. D'entretien était censé se recroqueviller, son sourire narquois se dissolvant lentement en une moue d'incrédulité. Ce n'était pas censé se passer comme ça. L'homme d'entretien était censé se recroqueviller, s'excuser, être intimidé par son ridicule. Il n'était pas censé retenir l'attention d'un animal qui venait de faire fuir pour sa vie un homme avec 3 médailles olympiques. « Papa », une petite voix murmura depuis les gradins publics. Une petite fille, aux grands yeux inquiets, s'agrippait à la balustrade. Élodie, la fille de Quentin. Il l'entendit, et pour la première fois, son regard quitta le cheval pour se tourner vers elle. Il lui fit un petit signe de tête presque imperceptible. « Tout va bien ?» Puis il reporta son attention au centre du manège, au défi. Il regarda au-delà du cheval, son regard croisant enfin celui de Cécilia à travers l'étendue de sable. Il n'avait pas l'air en colère, il n'avait pas l'air intimidé, il avait juste l'air fatigué. Mais sa voix, quand elle s'éleva, fut claire et stable, portant dans le silence chargé. « J'accepte. » Les ricanements des investisseurs moururent instantanément. Même le cheval sembla s'immobiliser, ses oreilles pivotant vers le son de sa voix. Le masque d'arrogance parfaitement sculpté de Cécilia se fissura. Elle cligna des yeux, complètement déstabilisée. Elle s'était attendue à des excuses rampantes, pas à un accord, elle avait lancé une grenade de sarcasme, s'attendant à ce qu'il se mette à l'abri. Au lieu de ça, il l'avait attrapée, dégoupillée lui-même, et la lui avait rendue. « Très bien », lâcha-t-elle, se reprenant rapidement. « Très bien, vous avez un mois. Dans un mois, ce centre accueille la Coupe d'automne. Vous le montrez lors de la démonstration d'ouverture, devant tout le monde. » Elle ajouta cette dernière partie, comme une menace, un rappel de l'ampleur de l'humiliation qui l'attendait. Quentin fit un autre petit signe de tête. « Un mois », acquiesça-t-il. Puis, il fit quelque chose qui provoqua un hoquet de surprise collectif parmi les spectateurs. Il tourna le dos à l'étalon, il se dirigea calmement vers la sortie, sans regarder en arrière, comme s'il quittait un chien endormi et non une bête enragée. Nyx, pour des raisons que personne ne put comprendre, ne chargea pas. Il resta simplement là, à regarder cet homme étrange et silencieux s'éloigner. Quentin se dirigea droit vers sa fille, la prit dans ses bras et, sans un mot de plus,
disparut par le tunnel de sortie, laissant derrière lui un silence stupéfait, un dresseur terrifié, un cheval confus et une PDG très ébranlée, debout au milieu de son monde parfaitement contrôlé, qui venait d'être jeté dans le chaos par le dernier homme auquel elle se serait attendue. Les investisseurs commencèrent à murmurer, leur voix un bourdonnement confus et intrigué. Le dresseur en chef de Cecilia, un homme nommé Corgan, s'approcha d'elle, le visage cendré. « Madame de la Roche, vous n'êtes pas sérieuse. Cet homme est un agent d'entretien. Le cheval va le mettre en pièces. » Cecilia ne répondit pas. Elle fixait l'espace vide où Quentin s'était tenu. La dignité tranquille qu'il possédait était plus exaspérante que n'importe quelle insulte criée. Il n'avait pas joué son jeu, il avait simplement changé les règles. « Découvrez qui il est, dit-elle, sa voix un ordre sourd. Je veux tout savoir. D'où il vient, pour qui il a travaillé, ce qui lui donne l'audace de penser qu'il peut dompter le diable en personne. » Son assistant, un jeune homme nommé Léo, hocha nerveusement la tête. « Oui, Madame de la Roche. » « Et remettez ce cheval dans son box, » ajouta-t-elle en tournant le dos au manège. « Et doublez le protocole de sécurité de son enclos. Si notre homme d'entretien veut jouer au cow-boy, il le fera selon mes conditions. » Alors qu'elle s'éloignait à grandes enjambées, le poids de sa ridicule proclamation publique commença à peser sur ses épaules. Elle, Cecilia de la Roche, un titan de l'industrie, venait de se fiancer de facto à un palefrenier devant les personnes même qu'elle avait besoin d'impressionner. Un goût amer lui emplit la bouche. « Peu importe, Nyong, se dit-elle, il échouera. Il viendra me supplier de le libérer de cet accord dans une semaine et j'aurai le plaisir de le renvoyer. » Qu'elle ait jamais vu, c'était simplement qu'elle ait jamais vu. C'était simplement arrêté. Elle avait voulu l'humilier, en faire un exemple. Mais alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, elle ne put se défaire du sentiment terrifiant que, devant tout le monde, il avait d'une manière ou d'une autre, inexplicablement, fait d'elle un exemple. Le lendemain du spectacle, l'air au haras de la Roche était lourd de chuchotements. Les palefreniers parlaient à voix basse en pensant des juments primés. Les cadres dans le bâtiment principal sirotaient à leur café et spéculaient derrière des portes en verre dépolies. L'histoire du pari bizarre de la PDG avec un homme d'entretien avait déjà pris racine, une mauvaise herbe tenace dans le monde parfaitement entretenu de Cecilia. Cecilia elle-même était dans son bureau penthouse, un espace stérile de cuir blanc et de chrome qui surplombait l'ensemble des installations. Elle n'avait pas dormi. Sur un écran massif qui affichait habituellement les cours de la bourse et les analyses de marché, elle passait en boucle les images de sécurité du manège. Elle les regardait sans le son, se concentrant sur le langage silencieux de la scène, la terreur explosive du cheval, la peur rampante de son dresseur et Quentin Lemaire. Elle zooma sur son visage. Il n'y avait ni arrogance, ni bravade, juste un calme profond et troublant. Elle le regarda tourner le dos à l'étalon et s'éloigner. Ce n'était pas un acte de domination. C'était un acte de désintérêt, comme si l'animal à 10 millions d'euros n'était même pas une menace. Qui était cet homme? Son assistant, Léo, entra dans la pièce tenant une tablette comme un bouclier. « Madame de la Roche, la vérification préliminaire des antécédents de Quentin Lemaire est terminée. »« Et ?» demanda-t-elle sans quitter l'écran des yeux. « C'est justement ça, » dit Léo, la voix hésitante. « Il n'y a presque rien. Il est employé ici depuis 2 ans. Avant ça, un poste d'agent d'entretien dans un entrepôt du département voisin. Avant ça, rien. Aucun dossier pour un Quentin Lemaire avec son numéro de sécurité sociale pour la décennie précédente. C'est comme s'il n'avait jamais existé. » Cecilia se tourna enfin, prenant la tablette. Elle fit défiler les données éparses. Aucune expérience équestre répertoriée, aucune licence professionnelle, aucun casier judiciaire. Juste un homme et sa fille, Élodie, inscrite à l'école publique locale. C'était un fantôme, un homme sans passé, capable de calmer une bête que personne d'autre ne pouvait approcher. Le mystère s'épaississait et Cecilia sentit une pointe de quelque chose qu'elle éprouvait rarement. L'intrigue. À des kilomètres de là, dans un petit 3 pièces qui sentait la sueur et le linge propre, Quentin Lemaire était assis à une petite table en bois. Il recousait une déchirure sur un petit sac à dos en toile. Élodie était assise en face de lui, le front plissé de concentration, dessinant dans un carnet. La page était remplie de chevaux, non pas le monstre furieux et cabré de la veille, mais des créatures gracieuses aux yeux doux courant dans des champs de fleurs sauvages. Il n'y avait aucun signe de l'homme qui avait accepté un défi impossible. Il n'y avait qu'un père, ses mouvements soignés et délibérés, réparant le cartable de sa fille. Il n'avait pas voulu ça. L'attention était dangereuse. L'attention amenait des questions, et les questions pouvaient au déterrer un passé qu'il avait travaillé sans relâche à enfouir. Il avait pris ce travail ici parce que c'était calme, parce que cela lui permettait d'être près des chevaux sans être l'homme qu'il était autrefois. C'était une sorte de pénitence, une façon de vivre dans l'ombre de son ancienne vie. « Papa » dit Élodie, sa voix un doux murmure. C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis la veille. Elle ne parlait que rarement à quelqu'un d'autre que lui. Elle poussa le carnet de croquis sur la table, il baissa les yeux sur le dessin.
Dans le coin, à côté des chevaux doux, elle avait dessiné un grand étalon noir. Mais celui-ci n'était pas en colère. Il se tenait immobile et une petite silhouette en bâton, lui, se tenait calmement à ses côtés. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Il avait accepté le défi pour le cheval pour faire cesser sa souffrance. Mais en regardant ce dessin, il réalisa qu'il l'avait aussi fait pour elle, pour lui montrer que toutes les choses, grandes et puissantes, ne sont pas à craindre. Pour lui montrer que le monstre de ses souvenirs n'avait pas à être le monstre de son avenir. La convocation arriva 1 heure plus tard. Une voiture noire avec le logo de La Roche s'arrêta devant leur modeste immeuble. Quentin devait se présenter immédiatement au bureau de la PDG. Quand il entra dans le penthouse Gossita, toute l'équipe de direction était réunie. Le dresseur, Corgan, le foudroya du regard avec une hostilité non dissimulée. Léo, l'assistant, n'osait pas croiser son regard. Et Cécilia était assise derrière un vaste bureau en marbre, la reine sur son trône. Elle fit glisser un épais document relié en cuir sur le bureau. « Notre contrat », dit-elle, sa voix dénuée de toute émotion. « Mes avocats l'ont rédigé ce matin. Il expose les termes de notre arrangement. C'était une démonstration de force, une autre tentative pour l'intimider, pour le remettre dans sa case de simple employé. La pièce était silencieuse tandis qu'il le prenait. Il feuilleta les pages, son expression illisible. Le document était rempli de jargon juridique, de clauses sur les droits médiatiques, d'accords de non-divulgation, de décharges de responsabilité. Quentin se dirigea vers Léo, arracha un stylo de la main tremblante de l'assistant et retourna au bureau. Devant toute l'équipe de direction, il commença à éditer le document juridique à plusieurs millions d'euros. Il traça une ligne ferme sur toute la section concernant les apparitions médiatiques. Il barra la clause qui donnait aux Zara de La Roche le droit d'analyser et de reproduire ses méthodes de dressage. Puis, au bas de la dernière page, il ajouta une seule phrase en lettres capitales nettes. « Toutes les séances avec le cheval Nix se dérouleront en privé. Aucun observateur, aucun capteur, aucune interférence d'aucune sorte. » Il fit glisser le document sur le bureau. « Voici mes conditions, » dit-il calmement. Corgan, le dresseur, ricana. « C'est ridicule. Comment pouvons-nous évaluer les progrès sans observation? Ces méthodes pourraient être dangereuses. »« Mes méthodes ?» dit Quentin, son regard, croisant celui de Corgan pour la première fois, ne vous concerne pas. Cécilia fixa la phrase ajoutée. C'était un défi direct à tout ce en quoi elle croyait. Tout son empire était construit sur les données, sur l'observation, sur l'analyse technologique. Il lui demandait d'opérer sur la seule chose qu'elle n'avait pas, la foi. Sa fierté lui disait de refuser, de déchirer le contrat et de le renvoyer sur le champ. Mais l'image de lui dans le manège lui revint en mémoire. Le fantôme, sans passé, le mystère. « Très bien, dit-elle, le mot ayant un goût de cendre. Vous aurez votre intimité. » Elle lui fit signe de partir. « Votre première séance a lieu cet après-midi. Ne soyez pas en retard. » Plus tard dans la journée, Cécilia était assise dans son bureau, sa promesse d'intimité déjà rompue. Sur son écran se trouvait un flux en direct d'une caméra de sécurité haute définition silencieuse, cachée dans les chevrons du nouvel enclos renforcé de Nix. C'était sa seule faille. Elle ne se verrait pas refuser ses données. La porte du paddock s'ouvrit et Quentin entra. Il portait les mêmes simples vêtements de travail que d'habitude. Nix était à l'autre bout de l'enclos, le corps tendu. Dès qu'il vit Quentin, ses oreilles se couchèrent et il laissa échapper un reniflement furieux, grattant le sol. Quentin referma la porte derrière lui et resta simplement là. Il ne s'approcha pas du cheval, il ne tendit pas la main, il ne portait ni fouet, ni corde, ni seau de friandises. Il s'appuya contre la clôture, à une quinzaine de mètres de l'étalon volatile, et il attendit. Pendant 1 heure, rien ne se passa. Nix arpentait l'enclos, reniflait et faisait occasionnellement de fausses charges, s'arrêtant net pour voir si l'homme allait broncher. Quentin ne bougea pas. Il resta juste là, un objet silencieux et immuable. Il ne dressait pas. Il ne faisait rien. Perte de temps. C'est une insulte. C'est perte de temps. C'est une insulte. C'est ça sa grande méthode. Ne rien faire? Elle regarda les minutes s'écouler, l'attention à l'écran, un étrange ballet silencieux entre un cheval enragé et un homme immobile. Elle sentit une marée montante de frustration. Pourtant, elle ne parvenait pas à détourner le regard. Pendant 3 jours de plus, le rituel bizarre continua. Chaque après-midi à 15 heures, Quentin Lemaire entrait dans le paddock de haute sécurité et pendant 1 heure, il ne faisait absolument rien. Il s'appuyait contre la clôture, les bras détendus, le regard doux et vague. Il devenait une partie du paysage aussi inanimé que l'abreuvoir ou les poteaux de clôture. Et pendant 3 jours de plus, Nix offrit un spectacle de terreur. Il chargeait la clôture, faisant voler le sable avec ses puissants sabots. Il se cabrait et hurlait, un son assourdissant de rage qui résonnait dans les écuries. Il était une tempête de fureur noire et Quentin était l'œil silencieux et immobile en son centre. Le haras était un foyer de commérage. Les autres dresseurs et palefreniers se moquaient ouvertement des méthodes de Quentin. Ils appelaient en ça la méditation de l'homme d'entretien ou le grand duel du regard. Corgan, le dresseur en chef, était pratiquement apoplectique.
Il se plaignait à Cécilia 2 fois par jour. C'est un charlatan, un imposteur, insistait Corgan, debout devant son bureau. Il ridiculise tout notre programme. La coupe d'automne est dans moins de 4 semaines. À ce rythme, la seule façon pour lui de monter ce cheval sera dans son propre cortège funèbre. La patience de Cécilia, déjà mise à rude épreuve, finit par céder. Elle avait regardé chaque minute des séances de Quentin sur sa caméra cachée, sa frustration montant à chaque heure d'inaction. Elle était une femme d'action, de résultats, de données. Cette résistance silencieuse et passive était un langage qu'elle ne comprenait pas, et cela l'exaspérait. Elle trouva Quentin après sa séance, non pas dans le paddock, mais dans la sellerie principale. Il nettoyait méticuleusement un jeu de brides en cuir, ses mains se déplaçant avec la même efficacité tranquille que lorsqu'il balayait un sol. L'odeur de savon de sel et de vieux cuir flottait dans l'air. Il était de nouveau un homme d'entretien, un palefrenier, un homme qui appartenait à l'arrière-plan. Le contraste entre cette tâche subalterne et la confiance quasi divine qu'il avait affichée dans le manège était déconcertant. « À quel jeu jouez-vous, le maire » demanda-t-elle, sa voix tranchante le faisant lever les yeux de son travail. Il cligna des yeux comme s'il était surpris de la voir ici, dans ce coin humble de son empire. « Je ne joue à aucun jeu, Madame de la Roche. »« Vraiment ?» Elle fit un pas de plus, ses talons claquant sur le sol en béton, « parce que de mon point de vue, c'est exactement ce que vous faites. Vous restez dans ce paddock 1 heure par jour à ne rien faire. Pensez-vous vraiment pouvoir dompter un cheval comme Nix en l'ennuyant à mourir ?» Quentin posa la bride et s'essuya les mains sur un chiffon doux. Il la regarda, et son regard était si direct, si dénué de peur, qu'elle ressentit le besoin involontaire de reculer d'un pas. « Nix n'est pas ennuyé, dit-il calmement. Il apprend. »« Apprend quoi ? À rester immobile ? » ?»« Il apprend que ma présence n'est pas synonyme de pression, » expliqua Quentin, sa voix patiente, comme s'il parlait à une enfant. Chaque personne qui est entrée dans son espace a voulu quelque chose de lui. Il portait une corde, un fouet ou une seringue. Ils sont venus avec des attentes, avec de l'ambition, et il a répondu par la violence. Il a passé toute sa vie à hurler et personne ne s'est jamais arrêté pour écouter. Cécilia le fixa, abasourdie. « Écoutez, c'est un cheval, pas un philosophe. Il a besoin d'être débourré, d'apprendre à obéir. » « On brise une chose qui est destinée à être brisée, » dit Quentin, et une lueur de quelque chose de dur et de froid passa dans ses yeux. « On ne peut pas forcer la confiance, Madame de la Roche. Elle doit être offerte. Je ne fais que créer un espace où il se sent suffisamment en sécurité pour l'envisager. » Ces mots restèrent en suspens entre eux, une attaque directe contre toute la philosophie de sa vie. Contrôle, domination, volonté, c'étaient les piliers sur lesquels elle avait bâti son monde. Il lui disait qu'il ne valait rien. « Alors votre grande stratégie est d'attendre » demanda-t-elle, sa voix empreinte d'incrédulité. « Vous avez moins de 4 semaines pour monter un cheval immontable, et votre plan est d'attendre qu'il vous offre sa confiance ?»« C'est le seul plan qui a une chance de fonctionner, » répondit-il. Elle secoua la tête, un rire amer lui échappant. « Vous êtes un idiot !» Elle se retourna et s'éloigna, le bruit de ses talons une retraite sèche et en colère. Quentin la regarda partir, puis se retourna vers son travail. Ses mains étaient déstables alors qu'il reprenait la bride, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à un autre cavalier, un autre cheval. Il pensait à sa femme, Lyra. Le souvenir surgit, non sollicité, vif comme un éperon, le rugissement d'une foule de rodéos, l'odeur de poussière et de sueur. Lyra, riant, son visage vibrant de vie, perché sur un puissant bronco. Elle était intrépide, une cavalière qui répondait au feu d'un cheval par le sien. Il avait été le calme, celui qui travaillait avec des murmures et de la patience. Ils étaient les 2 faces d'une même pièce. Mais le monde de la compétition équestre, le monde que Cécilia incarnait, avait exigé plus. Plus de risques, plus de feu. Un jour, un cheval trébucha, une boucle céda et le feu s'éteignit. Il ferma les yeux un instant, le vieux chagrin un poids familier dans sa poitrine. Ce monde d'ambition et de pression lui avait tout pris. Il avait brisé sa vie et réduit sa fille au silence. Il était venu ici pour y échapper, pour vivre dans les ombres tranquilles. Et maintenant, Cécilia de la Roche, avec ses yeux froids et ses exigences impossibles, essayait de l'y ramener de force. Il ne domptait pas seulement un cheval, il combattait le fantôme du monde qu'il avait détruit. L'après-midi suivant, Quentin entra dans le paddock pour la 5e fois. La routine était la même. Il ferma la porte, s'appuya contre la clôture et attendit. Nix, comme prévu, commença sa performance. Il renifla, gratta le sol, chargea dans le vide. La rage était toujours là, une marmite bouillante de peur et d'agression. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Après 20 minutes de fureur, le cheval s'arrêta. Il se tint à l'autre bout de l'enclos, le corps trempé de sueur, la poitrine haletante. Il respirait fort, mais l'énergie frénétique s'était apaisée. Et il regarda Quentin. Il ne le défiait pas, il ne le menaçait pas. Il l'observait simplement. Ses oreilles, qui avaient été couchées en arrière de colère, pointèrent maintenant vers l'avant un signe de curiosité. « Qui es-tu et que me veux-tu » semblait demander le geste.
Dans son bureau, Cecilia se pencha en avant, les yeux rivés sur le moniteur. Elle vit le changement, elle aussi. Le subtil changement dans la posture du cheval, l'adoucissement de ses yeux. Pendant 4 jours, elle avait observé une tempête. Maintenant, pour la première fois, elle voyait une éclaircie dans les nuages. C'était un détail infime, insignifiant. Mais dans la guerre de volonté silencieuse entre l'homme d'entretien et la bête, c'était comme si le premier coup venait d'être tiré, et contre toute logique, ce n'était pas la bête qui l'avait tiré. Une semaine passa, chaque jour, un miroir du précédent. Quentin entrait dans le paddock, prenait son poste silencieux et attendait. Le changement chez Nix, autrefois une lueur subtile, devint plus prononcé. Les charges furieuses cessèrent. Les crises de hurlements se raccourcirent, remplacées par de longues périodes d'observation intenses et silencieuses. Le cheval était un puzzle et il examinait lentement, prudemment, la nouvelle paix étrange qui était entrée dans son monde. Quentin, sentant le changement, modifia son approche. Le 8e jour, il ne s'appuya pas contre la clôture. Il marcha jusqu'au centre du paddock et s'assit lentement sur le sol, les jambes croisées dans le sable. Ce simple acte changea toute la dynamique. Il n'était plus une grande silhouette droite, mais une petite silhouette ancrée au sol. Nix observa ce nouveau développement, la tête haute, ses oreilles fonctionnant comme des satellites, essayant de traiter les données. Il fit quelques pas en avant, puis s'arrêta, puis quelques autres. Pour la première fois, l'espace entre eux commença à se réduire, non par agression, mais par curiosité. Ce soir-là, Élodie accompagna son père aux écuries. Elle ne s'approchait jamais du paddock, le souvenir des sabots tonnant encore trop vif, mais elle se tenait dans l'allée principale de la grange brillamment éclairée, tenant la main de son père pendant qu'il préparait le repas du soir de Nix. L'étalon était dans son box, une forteresse d'acier renforcée. Quand il vit Quentin, il émit un son grave dans sa gorge, un hennissement presque doux. C'était un son que personne d'autre n'avait jamais entendu de lui. La prise d'Élodie sur la main de son père se resserra. Elle regarda l'animal magnifique et intimidant, et sa peur était toujours là, une pierre froide dans son estomac. Mais maintenant, elle était mêlée à autre chose, l'émerveillement. Pendant que Quentin s'occupait de l'abreuvoir, elle sortit une petite carotte bosselée de sa poche. Sa main trembla alors qu'elle la tendit et la plaça sur le bord de la mangeoire du box, une offrande silencieuse, avant de se retirer rapidement en lieu sûr, aux côtés de son père. Quentin vit le geste, il posa une main sur sa tête et ne dit rien, mais son cœur se gonfla d'un espoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De Nix en avant. Elle vit le lien de Nix en avant. Elle vit le lien tranquille entre le père et la fille. Elle vit la carotte. Ces petits moments humains étaient les pièces d'un puzzle que son esprit logique ne parvenait pas à assembler. Cet homme d'entretien ne se contentait pas de dresser un cheval. Il accomplissait une sorte de miracle silencieux, et cela se passait dans le seul endroit où elle ne pouvait pas exercer son contrôle. Sa frustration face à la vérification d'antécédents sommaires s'était transformée en un besoin de réponse. Elle engagea un détective privé, un agent de la vieille école spécialisée dans la recherche de fantômes. « Peu importe le coup, lui dit-elle au téléphone. Trouvez-moi le passé de Quentin Lemaire. » La pression de l'entreprise montait également. Léopold Delacroix, un membre senior du conseil d'administration et une relique du vieux monde équestre, demanda une réunion privée. Il s'assit dans l'un de ses fauteuils en cuir blanc, sa posture raide de désapprobation. « Cecilia, commença-t-il, son ton empreint de condescendance. Le conseil est préoccupé. Votre petit pari avec un palefrenier est devenu le sujet de conversation du circuit. Cela nous donne l'air frivole, peu sérieux. Mon petit pari, répondit Cecilia, sa voix dangereusement égale, est un risque calculé. Vraiment ? Léopold leva un sourcil sceptique. Ou est-ce une obsession ? Vous avez investi des millions dans cet étalon sans aucun retour. Maintenant, vous misez la réputation de l'entreprise sur un homme d'entretien. Les gens disent que vous avez perdu la main. Dites-leur, dit Cecilia en se penchant en avant, que j'explore un paradigme de dressage alternatif, un qui pourrait révolutionner l'industrie s'il réussit. C'était un mensonge, une pirouette de communication d'entreprise qu'elle venait d'inventer. Mais le dire à voix haute le rendait presque vrai. Léopold n'était pas convaincu. Faites en sorte qu'il réussisse, dit-il en se levant pour partir. La coupe d'automne est une vitrine majeure. Le conseil attendra des résultats, pas des expériences folkloriques. Son avertissement resta en suspens dans l'air longtemps après son départ. La pression venait de tous les côtés, de son conseil, de son propre esprit logique, du temps qui s'écoulait. Tout dépendait de l'homme silencieux dans le paddock. 2 semaines après le lancement du défi, le moment arriva. Quentin était assis au centre du paddock depuis près d'1 heure. Nix avait passé tout ce temps de l'autre côté de l'enclos, faisant semblant de l'ignorer, mais il l'avait observé. Quentin pouvait sentir le regard du cheval. Lentement, Quentin se mit sur ses pieds. Il ne regarda pas le cheval. Il épousseta le sable de son pantalon et commença à marcher, non pas vers le cheval, mais en un cercle lent et large autour du paddock. Sa trajectoire le maintenant à une distance respectueuse. Nix suivait chacun de ses mouvements.
Quentin s'arrêta, toujours sans le regarder. Il tendit la main, paume vers le bas, détendue, une invitation sans exigence. Il attendit une minute entière, rien ne se passa. Le seul son était le vent sifflant doucement à travers les chevrons du manège. Cécilia, dans son bureau, retint son souffle. Puis, l'étalon fit un pas et un autre. Il se déplaçait avec une grâce lente et délibérée qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il combla la distance entre eux, son approche si silencieuse qu'elle en était presque révérencieuse. Il s'arrêta juste devant Quentin, sa tête massive à quelques centimètres de la main tendue. Il était une statue de marbre noir et de puissance enroulée. Il pourrait tuer l'homme d'un seul coup violent. Il baissa la tête, ses naseaux se dilatant alors qu'il humait la main de l'homme. Il hésita, le souvenir d'une vie de peur et d'agression luttant contre ce nouveau sentiment étrange de paix. Puis, avec une douceur qui semblait impossible pour une créature aussi puissante, Nyx tendit l'encolure et doucement, timidement, toucha de son nez velouté le centre de la paume de Quentin. Le contact ne dura qu'une seconde, mais ce fut un événement sismique. Dans ce simple contact silencieux, une barrière se brisa. Un traité fut signé. En regardant sur son écran, Cécilia sentit une secousse, un véritable choc qui parcourut tout son corps. Sa main vola à sa bouche. Elle avait vu l'impossible. Elle venait d'assister à son monstre, à 10 millions, son symbole du chaos indomptable, choisissant de se connecter avec un autre être vivant. Et cela ne s'était pas fait par la force, ni par la technologie, mais avec une patience silencieuse dont elle commençait à réaliser qu'elle était un pouvoir bien plus grand que le sien. L'image du nez du cheval touchant la paume de Quentin était gravée dans l'esprit de Cécilia. Elle repassa l'enregistrement de sécurité une douzaine de fois. Elle le ralentit, zooma, analysa chaque détail minuscule, l'adoucissement des yeux de Nyx, la détente de ses oreilles, la façon dont Quentin ne broncha pas, ne sembla même pas respirer. Tout son empire était construit sur la prédiction et le contrôle des résultats. Mais ceci était un acte de grâce pure et imprévisible. C'était une variable qu'elle ne pouvait pas prendre en compte, une donnée qui brisait tous ses algorithmes. Elle sentit une douleur étrange et inconnue dans sa poitrine. C'était le sentiment d'avoir tort, profondément, fondamentalement tort. Le lendemain matin, le rapport du détective privé arriva. C'était un dossier épais, relié en cuir, livré par un coursier, ressemblant plus à un manuscrit historique qu'à une vérification d'antécédents. Cécilia congédia son assistant et ferma la porte de son bureau à clé. Elle ouvrit le dossier et le fantôme de Quentin Lemaire commença à prendre forme. Fanée et granuleuse d'un jeune homme fané et granuleuse d'un jeune homme robuste et souriant qui ressemblait à la fois à Quentin et en rien à lui. Sur chaque photo, il était avec une femme fougueuse et rieuse aux cheveux couleur de minuit. Lyra Lemaire, sa femme. Les articles racontèrent l'histoire d'une légende. La voix des Lemaire, une famille du cœur de la Camargue, qui depuis des générations pratiquait une forme d'équitation qui tenait plus de l'art que de la science. Ils parlaient d'une connexion avec les chevaux qui frisaient le mystique. Les coupures de presse louaient Quentin comme le dernier et le plus doué de sa lignée. Un prodige qui pouvait calmer les esprits les plus brisés. Lui et sa femme formaient un duo célèbre sur le point d'apporter leur méthode douce et révolutionnaire sur la scène mondiale. Et puis la tragédie. Un seul titre brutal d'un journal local daté de 6 ans. La championne d'équitation Lyra Lemaire tuée dans un tragique accident au finale national de rodéo. L'article était bref, décrivant une défaillance matérielle anormale, un cheval tombé, une vie éteinte dans un nuage de poussière. Il n'y avait plus d'articles sur Quentin Lemaire après cette date. Lui et sa jeune fille, Élodie, qui était là ce jour-là, avait tout simplement disparu. La voix des Lemaire, semblait-il, était morte avec sa femme. Cécilia se renversa dans son fauteuil, le dossier reposant sur ses genoux. Le palefrenier, silencieux, l'homme qu'elle avait moqué et ridiculisé, n'était pas un fantôme, c'était un exilé, un roi en fuite, récurant les sols du royaume qu'il était né pour gouverner. Le poids de sa propre arrogance l'écrasa. La demande en mariage sarcastique, autrefois un outil d'humiliation publique, ressemblait maintenant à un sacrilège. Elle ne vit pas Quentin du reste de la journée. Il ne se présenta pas pour sa séance de l'après-midi avec Nyx. Une absence qui provoqua une onde d'alarme chez Cécilia, mais elle comprit. Il n'était pas son employé à convoquer. C'était un homme qui opérait selon ses propres termes. Elle le trouva ce soir-là, longtemps après le coucher du soleil et le retour au calme des écuries. Il n'était pas dans la sellerie ni dans les box. Il était assis sur une botte de foin dans le manège intérieur assombri. Le même manège où elle l'avait défié pour la première fois. La seule lumière venait de la lune, projetant de longues ombres sur le sable. Élodie dormait sur une couverture de cheval à côté de lui, son carnet de croquis serré dans sa main. Cécilia s'approcha lentement, ses pas étouffés par le sol mou. Il ne sembla pas surpris de la voir. Il continua simplement à regarder l'espace vide. « Il avait besoin d'une journée » dit Quentin, sa voix calme. « Moi aussi. » Elle s'arrêta à quelques mètres de là,
le lourd dossier de l'enquêteur semblant peser dans sa main, même si elle l'avait laissé dans son bureau. « Je sais qui vous êtes », dit-elle, les mots semblant inadéquats. Il ne répondit pas, continuant simplement à observer les ombres. « La voix des Lemaire », continua-t-elle, sa voix plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. « J'ai lu des articles sur votre famille, sur votre femme. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je suis désolé ». Il tourna enfin la tête pour la regarder. Dans la pénombre, elle pouvait voir les lignes profondes et lasses autour de ses yeux. « Désolé pourquoi ? Pour ce qui s'est passé ? Ou pour ce que vous avez trouvé ?» La question était un défi silencieux. « Y est pour mon ignorance », admit Cécilia. Et l'honnêteté de cet aveu la surprit elle-même. « J'ai vu un homme d'entretien. Je n'ai pas vu l'homme. » Il haussa légèrement les épaules, fatigué. C'était le but. Personne n'était censé le voir. Ils s'assirent dans un silence fragile. Au loin, un cheval hennit doucement. C'était Nyx. « Pourquoi ici ?» demanda Cécilia, sa curiosité l'emportant sur sa fierté. « De tous les endroits au monde où disparaître. Pourquoi venir au cœur du monde que vous fuyez ? Pourquoi travailler pour une entreprise qui représente tout ce que vous devez haïr ?» Quentin regarda sa fille endormie, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. « Après la mort de Lyra, commença-t-il ? » Sa voix rauque de souvenir. « Le silence a été le plus dur. Élodie a cessé de parler. Et les chevaux ? Les chevaux étaient tout ce qu'il me restait de ce monde, de ma famille, d'elle. Je ne voulais pas les dresser, je ne voulais pas concourir. J'avais juste besoin d'être près d'eux. Ils sont la seule chose qui semble honnête. Ils ne se soucient pas de votre nom de famille ou de combien d'argent vous avez. Ils se soucient juste de ce qu'il y a dans votre cœur. » Il fit un geste vague vers les vastes installations ultramodernes qui les entouraient. « Alors, je suis venu à l'endroit le plus grand et le plus bruyant que j'ai pu trouver et j'ai pris le travail le plus silencieux que j'ai pu obtenir. » Cécilia regarda cet homme, la simplicité profonde de son raisonnement, et sentit la logique complexe et piégée de sa propre vie commencer à rouiller et à se décomposer. Elle avait passé des années à construire des murs, à acquérir du pouvoir, à contrôler chaque variable, tout cela pour se protéger du chaos du monde. Et il s'était protégé en embrassant la seule chose qu'elle ne pourrait jamais comprendre, l'humilité. Elle remarqua que le carnet de croquis d'Élodie était tombé ouvert sur la couverture. Elle pouvait juste distinguer le dessin au clair de lune. C'était Nyx. Il courait dans un champ, sa crinière et sa queue volant librement. Et sur son dos, petite et intrépide, se trouvait une petite fille au visage souriant. Une nouvelle compréhension tacite passa entre eux dans l'obscurité silencieuse du manège. Le défi, le contrat, le pari sarcastique. Tout cela semblait un jeu stupide d'une autre vie. Les véritables enjeux étaient enfin devenus clairs. Il ne s'était jamais agi d'un homme domptant un cheval. Il s'agissait d'un homme essayant de sauver sa fille et d'une femme qui commençait tout juste à réaliser qu'elle pourrait avoir besoin d'être sauvée elle-même. Le lendemain de leur conversation dans le manège, une note de service fut envoyée à tout le personnel de direction des haras de la Roche. Le langage était sec, formel et absolu. Avec effet immédiat, Quentin Lemaire est promu au poste de consultant spécial en dressage. Il doit avoir un accès illimité à toutes les installations et son autorité concernant l'étalon Nyx doit être considérée comme finale. Tout autre personnel a l'interdiction d'interagir avec le cheval sans le consentement direct de Monsieur le maire. La note de service provoqua une onde de choc dans l'entreprise. Corgane la lut et jeta sa tablette sur son bureau avec dégoût. Léopold Delacroix la vit comme une déclaration de guerre. Cécilia n'avait pas seulement toléré l'homme d'entretien, elle l'avait oint. Le changement de statut ne signifiait rien pour Quentin, mais la liberté qu'il lui offrait signifiait tout. La barrière tacite entre lui et Cécilia étant maintenant levée, son travail avec Nyx s'accéléra. Les progrès furent étonnants. Le simple contact d'une main devint un rituel quotidien. Bientôt, Quentin fut capable de panser les talons passant les brosses à un sur les flancs puissants du cheval. Nyx, qui avait autrefois essayé de mordre et de ruer sur quiconque s'approchait, se tenait maintenant tranquillement, la tête baissée, un doux grondement de contentement dans sa poitrine. Quentin introduisit une couverture de sel, la posant doucement sur le dos du cheval. Au début, Nyx trembla, ses muscles se contractant comme des serpents, le souvenir des traumatismes passés refaisant surface. Mais Quentin posa simplement une main apaisante sur son encolure, lui murmurant à voix basse et régulière, et le tremblement s'apaisa. Il ne poussait pas, il ne forçait pas, il offrait et il attendait. Et jour après jour, le cheval acceptait. La guérison d'Élodie suivait le rythme de celle du cheval. Elle passait maintenant tous ses après-midi dans les écuries, une petite ombre silencieuse pour son père. Elle avait pris l'habitude de lire à haute voix à Nyx un livre de contes de fées alors qu'il se tenait calmement dans son box. Sa voix était encore un murmure timide, mais elle était claire et stable, devenant plus forte à chaque page. Cécilia, passant par là un après-midi, entendit le son de la voix d'Élodie et le doux bruit de mastication du cheval. Et la scène était si pleine d'une paix douce et impossible qu'elle dut s'arrêter et s'appuyer contre un mur, son cœur endolori par un sentiment qu'elle ne pouvait nommer. Mais cette paix
était une chose fragile. Et il y avait ceux qui la voyaient, non pas comme un miracle, mais comme une menace. Léopold Delacroix observait depuis l'ombre, son ressentiment se transformant en un plan. Il voyait la transformation de Cécilia, son adoucissement, comme une faiblesse qui mettait en péril la réputation intransigeante de l'entreprise. Il décida qu'il devait mettre fin à ce conte de fées. Il trouva un jeune palefrenier mécontent, un garçon plein de ressentiment face à l'ascension soudaine de Quentin. Quelques centaines d'euros et une instruction discrète suffirent. Les instructions étaient simples, rappel à ce cheval ce que signifie avoir peur. Le lendemain matin, la paix fut brisée. Quentin arriva aux écuries pour trouver une scène de chaos. La porte du box de Nix était tordue, les charnières en acier gémissant. Le cheval était à l'intérieur, trempé de sueur, les yeux fous de terreur. Il y avait des éraflures fraîches le long de ses flancs, et une peur profonde et brute avait remplacé la confiance calme que Quentin avait si soigneusement bâtie. Quand Nix le vit, il ne hennit pas pour le saluer. Il hurla et projeta son corps contre le mur du fond. Un son paniqué, désespéré. Le cœur de Quentin se serra. Il vit des semaines de travail patient, de confiance silencieuse, effacées en une seule nuit de terreur. Le cheval ne le laissait pas s'approcher, tressaillant violemment s'il faisait ne serait-ce qu'un pas de plus. La connexion était rompue. La nouvelle se répandit dans les installations comme un virus. Corgan arriva, un air sombre et satisfait sur le visage. « Je vous l'avais dit », dit-il à son personnel, assez fort pour que Quentin l'entende. « On ne peut pas changer la nature d'une bête, ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne craque. » C'était le moment auquel Cécilia s'était préparée sans le savoir. L'ancienne Cécilia aurait vu cela comme une expérience ratée, une confirmation que la nature est le chaos et que le contrôle est la seule réponse. Elle aurait limité ses pertes, mis fin au contrat et probablement fait euthanasier le cheval. Mais quand elle arriva à l'écurie, son visage était un masque de fureur froide. Elle observa la scène, le cheval terrifié, le sourire triomphant sur le visage de Corgan et le chagrin silencieux et dévastateur dans les yeux de Quentin. Elle passa devant Corgan comme s'il n'existait pas et se tint devant le box. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle à Quentin, sa voix basse. « Je ne sais pas » dit-il, sa voix creuse. « Quelqu'un ou quelque chose a tout défait. Il est de nouveau terrifié. »« Non » dit Cécilia, et la certitude dans sa voix fit que Quentin et Corgan la regardèrent. « Il n'a pas simplement régressé. Regardez ses yeux. Ce n'est pas de l'agression, c'est un traumatisme. Quelqu'un lui a fait ça. » Elle se tourna, son regard balayant le personnel assemblé. Ses yeux étaient doux comme des éclats de glace. Cette écurie est maintenant en quarantaine. Personne n'entre ni ne sort. Je veux les journaux de sécurité de chaque caméra de cette propriété pour les 12 dernières heures. Je veux que chaque employé soit interrogé. Et c'est Pico. Elle se tourna ensuite vers Quentin, son expression s'adoucissant presque imperceptiblement. Elle le regarda, non pas comme un consultant, non pas comme un homme d'entretien, mais comme un partenaire dont le travail venait d'être profané. « Ce n'est pas votre faute, Quentin, dit-elle, sa voix ferme. Vous m'avez montré que la confiance est possible. Maintenant, je vais découvrir qui a eu le culot de la détruire. » Elle regarda de Quentin à l'animal souffrant. « Je vais découvrir qui a fait du mal à mon cheval. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, une déclaration d'allégeance. Elle et Quentin n'étaient plus de part et d'autre d'un pari. Ils étaient du même côté d'une guerre, un homme silencieux qui guérissait avec ses mains et une femme puissante qui protégeait avec son feu, unis contre un poison qui s'était infiltré dans leur monde. Cécilia Delaroche en chasse était une chose terrifiante à voir. Elle transforma son bureau Penthouse en salle de guerre, couvrant les murs de verre de chronologie et de listes de personnel. Les images de sécurité de dizaines de caméras tournaient en boucle sur son écran principal. Un ballet silencieux à plusieurs panneaux de la vie quotidienne de l'installation. Léo, son assistant, fonctionnait au café et à la peur, récupérant des journaux de données et des dossiers personnels. Pendant 2 jours, l'enquête ne donna rien. Les images autour du box de Nix ne montraient aucun personnel non autorisé, aucune activité suspecte. C'était un flux propre, ce qui le rendait d'autant plus suspect. Personne n'est aussi propre, marmonna Cécilia, fixant l'écran jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Trouvez les coutures. Pendant qu'elle menait sa guerre de données, Quentin menait la sienne. Une bataille beaucoup plus silencieuse. Il tira une botte de foin jusqu'au box de Nix et s'y assit du lever au coucher du soleil. Il n'essaya pas d'entrer. Il n'essaya pas de toucher le cheval. Il témoignait simplement de sa douleur. Il lui parlait, sa voix un murmure bas et continu, lui racontant de vieilles histoires que son grand-père lui racontait, parlant du temps, des dessins d'Élodie, de n'importe quoi. Il reconstruisait une fondation non pas sur du sable, mais sur les décombres d'une explosion. C'était un travail lent et angoissant. Le cheval l'ignora pendant des heures, tremblant dans le coin de son box, mais le son de la voix de Quentin était une constante, un point d'ancrage familier dans une nouvelle mer de terreur. Lentement, jour après jour, le cheval commença à tourner la tête vers le son. Il commença à écouter. La percée dans l'enquête vint d'un jeune technicien informatique qui remarqua une anomalie de données dans les journaux du serveur.
Le flux de la caméra 12B n'était pas propre, expliqua-t-il à une Cécilia à l'air hagard. C'est une boucle parfaite de 4 minutes rejouée pendant plus d'une heure tard hier soir. Quelqu'un l'a insérée pour créer un angle mort. C'est tout ce dont Cécilia avait besoin. Avec l'horodatage de l'angle mort, elle croisa les données de toutes les autres caméras de la propriété et elle le trouva. Une image granuleuse d'une caméra à longue portée montrait Léopold Delacroix, ses cheveux argentés, brillant sous une lumière de service, tendant un petit objet et une enveloppe au jeune palefrenier mécontent. C'était circonstanciel, mais c'était suffisant. Elle convoqua Léopold à son bureau. Il arriva avec un air de préoccupation suffisante. « Cécilia, ma chère, j'ai entendu parler du malheureux contretemps avec les talons. Il est peut-être temps d'admettre la défaite. » Il cessa de parler quand il vit l'image sur l'écran derrière son bureau. C'était un arrêt sur image de lui et du palefrenier. « La défaite est une question de perspective, Léopold, » dit Cécilia, sa voix dangereusement calme. « Par exemple, j'imagine que l'autorité des marchés financiers considérerait qu'un membre du conseil d'administration conspirant pour manipuler un actif de plusieurs millions d'euros à des fins personnelles serait une défaite plutôt significative pour la carrière de ce membre du conseil. » Le visage de Léopold blêmit. « C'est une accusation scandaleuse, cela ne prouve rien. » Vraiment, les doigts de Cécilia dansèrent sur son clavier. Une nouvelle image apparut à l'écran, des relevés bancaires montrant un important retrait en espèces du compte de Léopold et un dépôt correspondant sur celui du palefrenier. Le garçon a été très coopératif une fois que nous lui avons expliqué la définition juridique de la cruauté envers les animaux. Il avait peur que vous ne ruiniez sa carrière, il n'avait pas réalisé que je pouvais le faire de manière beaucoup plus complète. Léopold fixa l'écran, vaincu. L'arrogance calculatrice se vida de son visage, laissant derrière elle la peur flétrie d'un homme qui avait été complètement et totalement surclassé. « Vous êtes au fini, Léopold, » dit Cécilia, sa voix ne laissant aucune place à la négociation. « Vous présenterez votre démission du conseil, avec effet immédiat en invoquant des raisons personnelles. Vous renoncerez à votre indemnité de départ. Et si j'entends à nouveau votre nom associé au monde équestre, je divulguerai ces informations à tous les principaux médias, d'ici à Dubaï. Suis-je clair ?» Il ne put qu'acquiescer. Un homme brisé. Il sortit de son bureau, son héritage en lambeaux. Cécilia le regarda partir, mais elle ne ressentit aucun triomphe, seulement une résolution froide et dure. Elle avait enlevé le cancer. Maintenant, elle devait sauver le patient. Elle trouva Quentin assis sur sa botte de foin, sa veillée silencieuse, ininterrompue. La coupe d'automne n'était plus qu'à 9 jours. La tâche semblait plus impossible que jamais. Elle se tint à côté de lui un long moment, observant le cheval toujours terrifié. « C'était Léopold Delacroix, » dit-elle doucement. « Il est parti, ça n'arrivera plus. » Quentin hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais Nix. Peu lui importait qui l'avait fait. La confiance a disparu. « Est-ce encore possible ?» demanda-t-elle, la question brute et vulnérable. « Pouvez-vous encore le faire ?» Il resta silencieux un long moment. « La confiance est plus difficile à reconstruire qu'à construire la première fois, » dit-il, sa voix lourde du poids de cette vérité. « Je ne sais pas. » Juste à ce moment, une petite silhouette apparut au bout de l'allée de la grange. C'était Élodie, tenant son livre de contes de fées. Elle marcha avec une détermination qui les surprit tous les deux, s'arrêtant juste à l'extérieur du box, à quelques pas de son père. Nix, la voyant, se tendit et déplaça nerveusement son poids. Élodie ne sembla pas avoir peur. Elle regarda le magnifique animal blessé, son expression empreinte d'une profonde empathie. Elle ouvrit son livre et d'une voix claire et douce, elle commença à lire. C'était l'histoire d'un dragon enfermé dans une grotte sombre qui avait oublié ce que le soleil faisait ressentir. Quentin et Cécilia regardèrent, fascinés. Alors que la douce voix d'Élodie remplissait l'écurie silencieuse, quelque chose chez le cheval commença à changer. La terreur sauvage dans ses yeux s'adoucit. Ses oreilles, qui étaient accouchées en arrière de peur, se détendirent, puis pointèrent vers l'avant, écoutant le son de l'histoire de l'enfant. Il fit un seul pas hésitant vers l'avant du box. C'était une lueur d'espoir, une minuscule étincelle dans l'obscurité écrasante. Le cheval n'avait pas tout oublié. Il se souvenait de l'enfant. Il se souvenait de sa voix. Quentin regarda de sa fille au cheval, puis il tourna son regard vers Cécilia. Un nouveau feu brillait dans ses yeux, une résolution forgée face à cette nouvelle cruauté délibérée. Le désespoir avait été remplacé par une détermination féroce. « Nous devons essayer, » dit-il. Les 9 derniers jours furent un tourbillon de travail désespéré et concentré. Ils devinrent une étrange famille autonome, eux trois contre le monde, leur vie tournant autour des humeurs et des peurs d'un cheval blessé. Quentin était un modèle de patience implacable, passant chaque heure de veille avec Nix. Il ne le poussa pas à accepter de nouveau une selle ou une bride.
Au lieu de cela, il recommença depuis le début, regagnant chaque parcelle de confiance qui avait été volée. Il sortit Nix dans le manège au clair de lune, tard dans la nuit, quand l'installation était calme, et marcha simplement avec lui, laissant le cheval se réhabituer au vaste espace ouvert, à ses propres conditions. Élodie était sa compagne constante. Sa présence silencieuse et intrépide devint une partie essentielle de la thérapie. Elle lut tout son livre de contes de fées, à l'étalon, sa voix douce, une présence apaisante, constante dans la grange. Elle lui fabriqua des couronnes maladroites de fleurs sauvages que Quentin plaça doucement sur la porte du box. Cécilia, étonnamment, devint la gardienne de leur sanctuaire. Elle annula un contrat de 10 millions de dollars à Dubaï, déléguant toutes ses tâches majeures à un conseil d'administration stupéfait. Elle troqua ses talons contre des bottes plates et pratiques et passa ses journées aux écuries. Elle n'était pas là pour superviser, elle était là pour servir. Elle leur apportait des repas. Elle montait personnellement la garde à l'entrée de la grange, repoussant les employés curieux et la presse avec un regard si froid qu'il aurait pu geler le feu. Elle écoutait Élodie lire et se retrouvait captivée par les simples histoires de dragons et de rois oubliés. Elle n'était plus une PDG observant une expérience. Elle en faisait partie, une participante volontaire à ce miracle silencieux et désespéré. Le jour de la coupe d'automne arriva comme un jugement. L'installation était transformée, grouillant de milliers de spectateurs, de journalistes et de l'élite du monde équestre. Des bannières claquaient au vent et l'air vibrait d'anticipation. Cécilia était de retour dans son armure, un tailleur impeccable et une expression de confiance inébranlable. Elle se déplaçait dans la foule, saluant les investisseurs et les dignitaires, mais son esprit était à 1000 lieues de là, dans la solitude tranquille des écuries de préparation. Elle trouva Quentin et Élodie dans un box privé avec Nix. Le cheval était scellé, mais sa posture était tendue, ses oreilles tressaillant au rugissement de la foule lointaine. Quentin lui caressait l'encolure, ses lèvres bougeant dans une conversation silencieuse. Élodie tressait un petit ruban bleu dans la crinière sombre du cheval. La scène était un îlot de calme impossible au milieu d'un ouragan. Cécilia s'approcha d'eux, ses pas silencieux sur le foin doux. Quentin la regarda, et dans ses yeux elle vit la même résolution tranquille que le jour où il avait accepté son défi. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit-elle, sa voix à peine un murmure. Les mots semblaient étrangers dans sa propre bouche. De toute sa vie d'adulte, la retraite n'avait jamais été une option. « Nous pouvons annuler. Je ferai une déclaration. Nous n'avons rien à leur prouver. »« Pas pour eux, dit-il. Ça n'a jamais pas pour eux, dit-il. Ça n'a jamais été pour eux. » Il passa la main le long du cou puissant de Nix. « C'est pour lui montrer qu'une foule ne signifie pas forcément la douleur, qu'un bruit fort ne signifie pas forcément la peur. » Il regarda Élodie qui lui fit un signe de tête courageux et confiant. Il est temps de donner à son histoire une nouvelle fin. Le moment arriva. La voix du commentateur du manège retentit dans les haut-parleurs, pleine d'un scepticisme théâtral. Et maintenant, dans une démonstration spéciale, le cheval qui est devenu une légende pour toutes les mauvaises raisons, le propre Nix des Haras de la Roche, présenté par monsieur Quentin Lemaire. Un lourd silence s'abattit sur la foule alors que Quentin menait Nix dans le vaste manège brillamment éclairé. Les yeux du cheval étaient grands ouverts, absorbant la mer de visage. Il fit un écart, reculant, son corps tremblant. C'était le moment. Le traumatisme remontait. Quentin s'arrêta, il tapota l'encolure du cheval, murmurant quelque chose que seul Nix pouvait entendre. Puis, dans un geste qui provoqua un hoquet de surprise collectif dans le stade, il tendit la main et déboucla calmement la bride en cuir. Il fit glisser tout l'attirail, le mors et les rênes, de la tête du cheval et le laissa tomber sur le sable. Un autre hoquet, il se retrouvait sans aucun contrôle, sans aucun moyen de diriger ou d'arrêter l'animal volatile. Il posa ses mains sur le garrot du cheval, regarda la foule stupéfaite et, d'une voix claire et stable qui n'avait besoin d'aucun microphone, il dit « Il s'appelle Nix, et ce n'est pas un monstre ». Puis avec une grâce fluide qui semblait impossible, il se hissa sur le dos nu de l'étalon. Pendant un long moment, à couper le souffle, le cheval et le cavalier restèrent parfaitement immobiles au centre du manège. Puis Quentin déplaça son poids, un ordre subtil et silencieux, et ils se mirent en mouvement. Ce n'était pas une monte, c'était une danse. Il n'y eut aucune démonstration explosive de puissance, aucun coup de cul, aucun combat, il n'y avait que l'harmonie. Ils glissèrent sur le sable, se déplaçant comme un seul être. Un galop lent et gracieux, puis un galop puissant et aérien. Les mains de Quentin reposaient doucement sur l'encolure du cheval, son corps se mouvant en parfaite synchronisation avec l'animal sous lui. Il guidait les talons avec rien d'autre que la confiance, un langage de poids, de souffle et d'intention partagée. La foule était absolument silencieuse. Des milliers de personnes retenant leur souffle collectivement. Ils assistaient à quelque chose de primal, de magique. Ce n'était pas un homme qui brisait un cheval, c'était un homme qui avait guéri un cheval. Et le cheval lui rendait maintenant le cadeau. Dans la loge des propriétaires, Cécilia se tenait debout, les mains pressées contre la vitre, des larmes coulant sans retenue sur son visage.
Son monde soigneusement construit de contrôle et de données avait été emporté par cette démonstration de confiance pure et inquantifiable. Près de la porte, Élodie regardait, son visage illuminé d'un sourire si éclatant qu'il aurait pu éclipser les lumières du stade. Quentin amena Nix à un arrêt lent et doux au centre du manège. Il glissa du dos du cheval, et alors que la foule restait enveloppée dans un silence stupéfait, il pressa son front contre celui de l'étalon. Nix laissa échapper un long et doux souffle et se blottit contre le contact. Pendant un instant, il n'y eut que le son de 2 cœurs battant dans le vaste espace silencieux. Puis, une seule personne se mit à applaudir. Une autre se joignit, puis une autre, et puis tout le stade éclata. C'était une ovation debout, assourdissante, tonitruante. Un rugissement d'admiration pure et sans mélange. Ce n'était pas un son de victoire, mais de validation, un hommage à l'homme silencieux qui avait écouté un cri et répondu par un murmure, et ce faisant, leur avait rappelé à tous que les cœurs les plus sauvages ne sont pas conquis, ils sont gagnés. Le rugissement de la foule était un tonnerre lointain et sans signification. Au centre du manège, le monde de Quentin s'était réduit à l'espace entre lui et le cheval. Il murmura un mot de louange à Nix, caressant l'encolure humide de sueur de l'étalon. Le cheval, calme et stable, se pencha contre son contact, sa confiance absolue. Quentin prit doucement la simple corde qu'il avait passée autour du cou du cheval et commença à le faire sortir du manège, loin des applaudissements tonitruants et de retour vers la paix tranquille des écuries. Il ne regarda pas la foule, n'accusa pas réception de l'ovation. La performance n'était pas pour eux. De retour dans la solitude feutrée de la grange, l'air sentait le foin et l'accomplissement. Élodie courut vers lui, jetant ses bras autour de ses jambes. « Tu l'as fait, papa !» s'exclama-t-elle, sa voix vive et pleine d'une joie qui avait été absente pendant des années. « Tu as dansé avec lui !» Quentin la souleva dans ses bras, son cœur se sentant plus plein qu'il ne l'avait été depuis très longtemps. « C'est un bon danseur, n'est-ce pas ?» dit-il en lui embrassant le sommet de la tête. Cécilia arriva quelques minutes plus tard. La PDG à l'armure acérée avait disparu, remplacée par une femme aux joues striées de larmes et aux yeux remplis d'une lumière douce et vulnérable. Elle n'apporta ni champagne ni félicitations des investisseurs. Elle portait un simple thermos et 3 tasses d'eau dépareillées qu'elle avait trouvées dans la salle de pause du personnel. Sans un mot, elle leur versa à chacun une tasse de chocolat chaud, l'odeur sucrée remplissant l'espace silencieux. Ils s'assirent ensemble sur une botte de foin. La puissante PDG, le cavalier silencieux et la petite fille qui avait retrouvé sa voix. Ils formaient une famille étrange et improbable, forgée dans un creuset de sarcasme et de confiance. Nix se tenait paisiblement dans son box voisin, mâchant un flocon de luzerne, les regardant de temps en temps avec des yeux doux et intelligents. Après un long et confortable silence, Cécilia se tourna vers Quentin. Son expression était sérieuse, son regard inébranlable. « Eh bien, dit-elle, sa voix calme mais claire, un marché est un marché. » Quentin la regarda par-dessus le bord de sa tasse. Il ne vit aucune moquerie dans ses yeux, seulement un respect sincère et profond. Il s'autorisa enfin un vrai sourire, une expression chaleureuse et authentique qui illumina tout son visage. « Ce n'était jamais le prix, Cécilia ?» dit-il doucement. Il fit un geste de la tête vers Nix, puis jeta un coup d'œil à Élodie, qui s'appuyait somnolente contre lui. « Le prix, c'est ça. Le voir courir sans peur, l'entendre rire à nouveau, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Il regarda de nouveau Cécilia. « Vous êtes officiellement libérée de notre contrat. » Cécilia laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Un lent sourire soulagé se répandit sur son visage. « Merci », dit-elle, puis elle posa sa tasse, son expression passant du soulagement à un nouveau type de détermination. « Dans ce cas, j'ai une nouvelle proposition. Une vraie, cette fois. » Elle regarda de Quentin au magnifique cheval et de nouveau à lui. « Ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas juste un tour, c'était une philosophie. C'était un témoignage de quelque chose que cette industrie a oublié. Je ne veux pas laisser cela s'évanouir à nouveau. » Elle prit une profonde inspiration. « Je veux créer une nouvelle division des haras de la Roche, une fondation. La fondation La Voix des Lemaire. Ce serait un sanctuaire, un endroit pour les chevaux comme Nix, ceux que le monde a brisés et jetés. Un lieu de guérison, pas de dressage forcé. Je veux que vous la dirigiez. Fini les uniformes d'hommes d'entretien. Fini de se cacher dans l'ombre. Je veux que vous enseigniez, que vous guérissiez. Je fournirai le financement, les ressources, le côté commercial. Vous fournirez l'âme. » Quentin la regarda, stupéfait. Elle ne lui offrait pas seulement un travail, mais sa vie en retour, son héritage, un avenir qu'il n'aurait jamais cru pouvoir avoir à nouveau. Il regarda Élodie, et il vit le chemin à suivre. Un chemin de lumière et de but, là où il n'y avait autrefois que de l'ombre et du chagrin. Il n'eut pas besoin de dire un mot. La réponse était dans ses yeux. 6 mois plus tard, le domaine de l'ancien manoir de la Croix, que Cécilia avait discrètement acquis, n'était plus une ruine. Le domaine en décrépitude avait été transformé en la demeure paisible et tentaculaire de la fondation La Voix des Lemaire.
Le bruit de la construction avait été remplacé par le doux hennissement des chevaux et les rires des enfants. Quentin, vêtu d'une simple chemise et d'un jean, se tenait dans un pâturage verdoyant. Plus un homme d'entretien, mais un enseignant. Il était entouré d'un groupe d'adolescents en difficulté, leur montrant comment approcher une douce jument de réforme avec des mains ouvertes et des cœurs calmes. Ces méthodes devenaient légendaires. Une révolution silencieuse dans un monde de bruit. À une courte distance, Élodie, bavardant maintenant joyeusement, menait un petit poney Shetland. Sa peur des chevaux n'était plus qu'un lointain souvenir. Elle montrait à son nouvel ami, un garçon timide de la classe de Quentin, comment tresser des fleurs dans la crinière du poney. Cécilia s'approcha, non pas en tailleur, mais en jean et bottes confortables. Elle se tint à côté de Quentin et ils regardèrent la scène ensemble. Son entreprise était plus prospère que jamais, sa nouvelle entreprise saluée comme un mélange visionnaire de compassion et de commerce. Mais le tranchant calculateur de ses yeux avait disparu, remplacé par un calme chaleureux et constant. Léopold Delacroix a envoyé un don la semaine dernière, dit-elle, une pointe d'amusement dans la voix. Un don plutôt important, anonyme bien sûr. Quentin gloussa. Même les horloges cassées donnent l'heure juste 2 fois par jour. Ils restèrent dans un silence confortable, regardant leurs deux mondes, autrefois si éloignés, maintenant fusionnés en cette seule et belle réalité. C'était le résultat du pari le plus ridicule jamais fait. Un défi sarcastique qui, contre toute attente, s'était épanoui en une seconde chance pour eux tous. « Vous savez, » dit Cécilia en se tournant vers lui, son expression douce, « vous n'avez jamais formellement dit non à ma première proposition. » Quentin la regarda, la femme qui l'avait moqué, défié, fait enquêter sur lui, et finalement crut en lui. Il vit la partenaire qui l'avait soutenu, la protectrice qui s'était battue pour lui, et l'ami qui avait partagé un chocolat chaud avec sa fille sur une botte de foin. Il tendit la main et prit la sienne, ses doigts s'entrelaçant facilement avec les siens. « Je suis un homme patient, Cécilia, » dit-il, ses yeux pétillants. « Je crois qu'il faut laisser la confiance grandir à son propre rythme. » Elle sourit, un sourire authentique et radieux qui atteignit ses yeux. Et ensemble, ils restèrent à regarder le soleil se coucher sur le sanctuaire qu'ils avaient de bâti. Un témoignage, non pas d'un marché qui avait été gagné, mais d'un amour qui avait été mérité. Et maintenant, j'ai une petite question pour vous, par pure curiosité. Quel âge avez-vous ? Je suis persuadé, Soulu, que nous avons des personnes de toutes les générations parmi nous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, si vous le souhaitez bien sûr. Et cette histoire que je viens de vous raconter, comment l'avez-vous ressentie ? Qu'est-ce qu'elle a éveillé en vous ? A-t-elle fait écho à quelque chose dans votre propre vie ? De tout mon cœur, je prie pour que chacun d'entre vous trouve la paix intérieure, la sérénité dans son quotidien, que vos esprits soient toujours calmes et vos cœurs apaisés. J'aimerais vraiment savoir, que pensez-vous de cette histoire que nous venons de partager ? Quelle leçon, quelle émotion ou quelle pensée vous laisse-t-elle ? Vos réflexions sont précieuses, alors n'hésitez pas à les partager avec nous. Et pour finir, je vous souhaite à tous, du plus profond de mon cœur, de rester toujours en bonne santé et de vivre dans la paix et la sérénité. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.